La pluie s'abattait sur la lucarne comme des balles. Chaque goutte résonnait comme un grondement de tonnerre dans la poitrine de Riscalan. Ses mains calleuses, marquées par des années de travail sur des machines industrielles et marquées par les éclats d'obus de son déploiement au Moyen-Orient, tremblaient tandis qu'il tenait les papiers d'adoption jaunis qu'il avait trouvés enfouis sous de vieilles décorations de Noël. Le nom le fixait. Une petite fille, Kalen, née le 15 mars 2014. Sa mère, Sarah Michelle Torres, pas Élise. Pas son épouse depuis 12 ans. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, murmura-t-il, la voix brisée dans le silence poussiéreux. Pendant 10 ans, Élise lui avait annoncé la mort de leur fille lors de son deuxième déploiement. Il avait porté ce chagrin comme une pierre dans sa poitrine, se reprochant de ne pas avoir été là, d'avoir préféré le devoir à la famille. La fausse couche avait failli détruire leur mariage. Il avait suivi une thérapie, pris des médicaments, tout fait pour surmonter la perte d'un enfant qu'il n'avait jamais tenu dans ses bras. Mais voici la preuve qu'elle était née, vivante, en bonne santé, et donnée. Le plancher craqua derrière lui. Reis se retourna, ses papiers serrés contre sa poitrine, mais ne vit que des ombres danser dans la faible lumière filtrant du couloir en contrebas. La maison semblait différente maintenant, comme une scène de crime attendant d'être découverte. Il examina à nouveau les documents. La signature de la mère tremblait, incertaine. La ligne du père était vide, à l'exception d'un seul mot. Inconnu. Inconnu. Comme s'il n'avait jamais existé. Des pas résonnèrent dans l'escalier en contrebas. La voix d'Elisa s'éleva, douce et familière, l'appelant par son nom comme elle le faisait chaque soir depuis 12 ans. Ris, le dîner est prêt, chérie. Que fais-tu là-haut? Sa gorge se serra. Combien de fois l'avait-elle regardé dans les yeux et menti? Combien de nuits l'avait-il tenu dans ses bras pendant qu'elle pleurait la perte de leur bébé, alors qu'elle savait exactement où leur fille allait? Il la rappela, la voix plus ferme qu'il ne le ressentait. Il plia les papiers et les glissa dans la poche de sa veste, l'esprit déjà en ébullition. Sarah Michelle Torres. Il n'avait jamais entendu ce nom de sa vie, mais quelqu'un l'avait utilisé pour lui voler son enfant. En descendant l'étroit escalier du grenier, chaque pas lui donnait l'impression d'une marche vers une exécution. Son exécution. Car l'homme qui avait monté cet escalier 30 minutes plus tôt, l'homme qui avait fait confiance à sa femme, qui pleurait un enfant qui n'était jamais mort, cet homme était parti à jamais. Élise se tenait dans la cuisine, ses cheveux blonds tirés en arrière dans le chignon décoiffé qu'elle portait toujours après le travail au Riverside Memorial Hospital. Elle était toujours belle à 34 ans, toujours la femme qu'il avait épousée à peine sortie de son premier déploiement. Mais en la regardant maintenant, tout ce qu'il voyait était une inconnue portant le visage de sa femme. « Tu es pâle » dit-elle en l'observant de ses yeux bleus qui lui avaient autrefois donné l'impression d'être l'homme le plus chanceux du monde. « Tout va bien ?»« Bien » mentit-il en s'asseyant à la table de la cuisine. Juste fatigué. Elle lui servit du rôti braisé, son préféré, et s'installa en face de lui avec sa propre assiette. C'était leur routine. C'était leur vie. Sauf qu'elle reposait sur un mensonge si massif qu'il menaçait de l'engloutir tout entier. Comment était le travail? Demanda-t-elle en découpant sa viande en petits morceaux précis, comme elle le faisait toujours. Bien. Terminer la conception du système hydraulique pour l'agrandissement de l'usine. Les mots lui vinrent automatiquement. Ri était ingénieur mécanicien senior chez Hartwell Manufacturing, spécialisé dans les systèmes haute pression et la sécurité industrielle. Il avait bâti sa carrière sur la précision, sur l'assurance que tout fonctionne exactement comme prévu. L'ironie ne lui échappait pas. C'est merveilleux, ma puce. Elle sourit, de ce sourire éclatant dont il était tombé amoureux. Je suis si fier de toi. Fier de quoi? D'être l'idiot qui ne posait jamais les bonnes questions. Il se força à manger, à engager la conversation, à faire comme si son monde ne venait pas d'imploser. Mais chaque mot lui semblait comme du verre à digérer. Quand Élise se leva pour débarrasser, il la regarda s'agiter dans leur cuisine. Leur cuisine avec les rideaux bleus qu'elle avait choisis et le jardin d'herbes aromatiques qu'elle entretenait près de la fenêtre, et il se demanda qui elle était vraiment. Son téléphone vibra. Un texto de son frère aîné, Evan, avocat civil dans la ville voisine. Toujours partant pour un verre jeudi. Sarah prépare son fameux chili. Evan écrivit, Evan, la seule personne en qui il avait une confiance absolue. La seule qui pourrait l'aider à gérer la suite. Il répondit. Ça ne me manquerait pas, répondit-il. Qui est-ce? Demanda Élise en revenant à table avec 2 tasses de café. Evan,
confirmant juste jeudi, dit-il. Oh, super. J'adore le chili de Sarah, dit Élise. Elle se renfonça dans son fauteuil, sa tasse à deux mains. Tu sais, je me disais qu'on devrait enfin vider le grenier. Il y a tellement de vieux trucs là-haut, ajouta-t-elle. Les papiers dans sa poche semblaient brûler le tissu. Bien sûr, quand tu auras le temps, dit-il. On pourrait peut-être y consacrer une journée ce week-end. On pourrait tout revoir ensemble, suggéra Élise. Ensemble, comme des partenaires, comme une équipe, comme des gens qui ne se cachaient pas de secrets accablants. Ça a l'air bien, dit-il. Plus tard, après qu'Élise fut couchée, Rhys s'assit dans son bureau, les papiers d'adoption étalés sur son bureau. Il avait mémorisé chaque détail. L'hôpital, Riverside Memorial, la même où travaillait Élise. La date, le 15 mars 2014. Exactement le moment où elle lui avait annoncé sa fausse couche. L'agence d'adoption, Golden State Family Service, basée à Albany. Il ouvrit Google Earth et observa le bâtiment. Deuxième étage, suite 210, à 40 minutes de route de chez lui. Sa fille, si c'était bien sa fille, aurait presque 11 ans maintenant, assez grande pour avoir une opinion, faire du sport, s'interroger sur ses parents biologiques. Savait-elle qu'elle avait été adoptée? Avait-elle jamais pensé à lui? Les questions se multiplièrent comme un cancer, rongeant tout ce qu'il pensait savoir de sa vie. Rhys ouvrit une nouvelle fenêtre de navigateur et chercha Sarah Michelle Torres. Les résultats furent rares. Quelques profils sur les réseaux sociaux, aucun ne lui semblait pertinent, mais un lien attira son attention, une nécrologie de 2015. Sarah Michelle Torres, 19 ans, était décédée dans un accident de voiture 14 mois après la signature des papiers d'adoption. Coïncidence ou pire? Il imprima tout, rangea le tout dans un dossier et le ferma dans un tiroir de son bureau. Demain, il commencerait à se poser des questions. Demain, il commencerait à découvrir qui était vraiment sa femme. Mais ce soir-là, il monta l'escalier jusqu'à leur chambre et se glissa sous les couvertures, à côté d'une femme qui lui avait menti au visage pendant 10 ans. Elle remua légèrement lorsque le matelas s'affaissa, puis se rendormit. Rhys, allongé dans l'obscurité, écoutait sa respiration et se demandait s'il l'avait vraiment connue. Le bureau du greffier du comté de Hartwell sentait le vieux papier et les rêves brisés. Rhys était assis en face de Martha Hendry, une femme d'une soixantaine d'années aux cheveux argentés et au regard qui avait vu trop de secrets se répandre sur son bureau. Les certificats de naissance sont publics, dit-elle en saisissant sa requête sur son ordinateur. Mais les dossiers d'adoption sont scellés. Il faudrait une ordonnance du tribunal, sinon c'est moi le père, interrompit Rhys. Du moins, je le crois. Les doigts de Martha s'immobilisèrent au-dessus du clavier. Tu comprends? Il sortit une copie des papiers d'adoption. Ma femme m'a dit que notre fille était morte d'une fausse couche. Je les ai trouvés dans notre grenier hier, dit-il. Elle examina les documents, l'air troublé. Monsieur Callen, ces papiers. Il y a quelque chose qui cloche, dit-elle. Que voulez-vous dire, demanda-t-il. Le cachet du notaire. Vous voyez ça? Elle désigna un petit cachet dans un coin. La licence de ce notaire avait été révoquée en 2013 pour falsification de documents. Tous les papiers qu'il a tamponnés après cette date sont juridiquement invalides, expliqua-t-elle. La pièce sembla basculer. Invalide, répéta-t-il, stupéfait. Frauduleux. Si ces papiers sont authentiques, quelqu'un les a falsifiés en utilisant un sceau notarié compromis, dit-elle fermement. Rhys agrippa le bord de son bureau. Pouvez-vous vérifier si un acte de naissance a été délivré? Une petite fille, Ken, née le 15 mars 2014 à Riverside Memorial, demanda-t-il. Les doigts de Martha filèrent sur le clavier. Les minutes s'écoulèrent comme des heures. Finalement, elle secoua la tête. Aucun acte de naissance n'était enregistré sous ce nom ni à cette date. Mais elle marqua une pause, parcourant d'autres écrans. Un acte de naissance avait été délivré ce jour-là. Une petite fille, Torres, de mère Sarah Michelle Torres, de père inconnu. Mais elle n'était pas née à Riverside Memorial. Elle était née à Albany General, à 65 km au nord, révéla-t-elle. Puis-je en avoir une copie, demanda-t-il. Vous n'êtes pas répertorié comme le père, donc techniquement. Elle jeta un coup d'œil dans le bureau vide, puis se pencha en avant. Mais si quelqu'un a joué avec des papiers d'adoption, cet enfant mérite de savoir la vérité. Donnez-moi votre adresse e-mail.
20 minutes plus tard, Ri était assis dans son camion sur le parking, les yeux rivés sur son téléphone. L'acte de naissance était là, ainsi qu'un autre objet trouvé par Martha, le certificat de passage de Sarah Michelle Torres. Elle est décédée dans un accident de voiture sur la route 87, 14 mois après avoir accouché. L'enquêteur a constaté qu'elle avait bu, mais la toxicologie n'a révélé que de l'alcool, pas de médicaments, aucun signe d'autodestruction. Juste une mère adolescente qui avait abandonné son bébé et était morte seule sur une autoroute sombre. Son téléphone a sonné. Le nom d'Evan est apparu à l'écran. « Salut, petit frère. Tu viens toujours ce soir ?» a demandé Evan. « En fait, j'ai besoin de te voir maintenant. »« Tu peux me retrouver dans un endroit privé ?» a répondu Ri. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» a commencé Evan. « Pas au téléphone. Un endroit où on peut discuter. » Riz l'a interrompu. 1 heure plus tard, ils étaient assis dans le cabinet d'avocat d'Evan, un espace exigu au-dessus d'un restaurant du centre-ville de Millbrook. Evan s'est servi du café d'une machine qui avait connu des décennies de meilleure et s'est installé derrière son bureau. Un homme qui ressemblait à Ri, mais plus doux, avec un regard bienveillant et des mains prudentes, qui n'avait jamais tenu d'armes ni manipulé de machines lourdes. « Bon sang !» murmura Evan après avoir tout lu. « C'est énorme. » « Je sais, » dit Ri. « Si Elise a falsifié les papiers d'adoption, on parle de fraude, peut-être d'enlèvement, de falsification de documents, » commença Evan. « Est-ce un enlèvement si c'est la mère ?» interrompit Riz. « Pas la mère biologique, d'après ce que je vois. » Evan consulta l'acte de naissance. Sarah Torres est indiquée comme la mère, ce qui signifie soit qu'Elise a convaincu cette fille d'accoucher sous son identité, soit. « Ou quoi ?» lança Riz. Ou bien Elise n'est pas la mère de cet enfant. Peut-être a-t-elle convaincu Sarah d'inscrire son nom sur les papiers d'adoption, puis a pris le bébé, spécula Evan. Le café se transforma en acide dans l'estomac de Riz. Mais cela signifierait que vous n'êtes peut-être pas le père non plus. Nous avons besoin de preuves ADN avant d'aller plus loin, avertit Evan. Riz sortit un autre papier, qu'il avait conservé. J'ai celui-ci. C'était un dossier médical du Riverside Memorial daté du 16 mars 2014. Patiente Elise Callen. Diagnostic, dépression postpartum suite à une fausse couche. Evan l'a étudié. Elle était traitée pour dépression après avoir prétendument perdu son bébé. Mais si elle n'a jamais eu d'enfant, alors soit elle était réellement déprimée par la perte de l'enfant de quelqu'un d'autre, soit elle cherchait à dissimuler ses traces. Ri dit, il faut qu'on retrouve cet enfant. Quel était son nom adoptif ? Demanda Evan. Harper, le détective privé que j'ai engagé devrait bientôt avoir plus d'informations, répondit Ri. Evan leva brusquement les yeux. Vous avez engagé un détective privé. Marshall Fra. C'est un ancien du FBI discret et sous contrat. Evan, j'ai besoin de savoir ce qui est arrivé à ma fille, dit Ri fermement. Votre fille présumée, corrigea Evan. Ma fille, insista Ri. Je la sens. Il y a quelque chose dans tout ça. C'est lié à moi. Je ne sais pas encore comment. Evan se renversa dans son fauteuil. D'accord, mais on fait ça correctement. Légal, propre. Si Alisa te ment depuis 10 ans, elle va prendre un avocat dès qu'elle comprendra, tu sais, qu'il faut se préparer à la guerre. Je suis prête à la guerre, dit Ri. Quelque chose dans la voix de Riz fit s'arrêter Evan. Ri, je sais que tu es en colère. Je ne suis pas en colère. Je suis concentré. Il se leva et rassembla les papiers. Pendant 10 ans, j'ai pleuré une enfant qui n'est jamais morte. Pendant 10 ans, je me suis reproché de ne pas avoir été là quand elle avait besoin de moi. Si quelqu'un m'a volé ma fille et m'a fait croire qu'elle était morte, il va le payer. Qu'est-ce que tu vas faire ? Demanda Evan. Je vais trouver la vérité. Toute la vérité. Dit Ri. Et puis, insista Evan. Ri croisa le regard de son frère. Ensuite, je vais m'assurer que toutes les personnes impliquées regrettent de naître. Ce soir-là, Ri était assis dans son bureau, travaillant soi-disant sur des schémas techniques, tandis qu'Elise regardait la télévision dans le salon. Chambre, mais son attention était focalisée sur l'écran de l'ordinateur portable où le rapport préliminaire de Marshall Fra dressait un tableau qui lui glaçait le sang. Harper Michelle Callen, elle avait conservé son nom de famille, avait 10 ans et vivait chez des parents adoptifs à Skenkity, à 48 km de là. Elle jouait au football, excellait en mathématiques et avait les cheveux noirs et le menton têtu de Riz.
Les photos que Fra avait obtenues montraient une belle petite fille au regard sérieux et au sourire qui lui rappelait sa propre mère. Mais plus troublant encore était ce que Fra avait découvert. Elise avait rendu visite aux parents adoptifs de Harper, les Kowalski, à 3 reprises au cours de l'année écoulée. Non pas en tant qu'assistante sociale ou professionnelle de la santé, mais en tant que personne se prétendant la première mère de Harper et souhaitant suivre ses progrès. Les Kowalski, selon le rapport de Fra, étaient gênés par ces visites, mais les avaient autorisées car Elise avait présenté des documents d'apparence officiels affirmant avoir un droit de visite. Encore des mensonges, encore une fraude. Le téléphone de Rhys vibra, un SMS provenant d'un numéro inconnu. Ma femme n'est pas celle que vous croyez. Rendez-vous demain. 15 heures, parking derrière le restaurant Morrison. Venez seul. Un ami? Il fixa le message jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Puis il le transféra à Fra avec un mot. Pouvez-vous retrouver ce numéro? La réponse arriva en quelques minutes. Téléphone jetable payé en espèces, mais j'ai reconnu le lieu de rendez-vous. Je vous regarderai de l'autre côté de la rue. N'entrez pas sans sauvegarde. Rhys supprima les 2 messages et ferma l'ordinateur portable. Dans le salon, Elise riait en regardant quelque chose à la télévision. Un son sincère et joyeux qui lui aurait fait chaud au cœur il y a à peine 2 jours. Maintenant, on aurait dit le rire d'une inconnue. Le restaurant Morrison se dressait à la sortie de la ville, telle une relique oubliée, son enseigne au néon vacillant dans la lumière grise de l'après-midi. Rhys arriva 15 minutes en avance, garant son camion de manière à voir les 2 entrées. Le fourgon de surveillance de Marshall Fra était stationné de l'autre côté de la rue, déguisé en véhicule de réparation de télécommunications. À 15 heures précises, une femme s'approcha de son camion. La quarantaine, cheveux auburn, Jean et veste Raven. Elle avançait du pas prudent de quelqu'un qui a déjà été blessé et qui n'a pas l'intention de l'être à nouveau. Rhys baissa sa vitre. « C'est vous qui m'avez envoyé un texto ?» demanda-t-il. « Gloria Winters, dit-elle. J'habite à 2 maisons de chez vous. On peut parler dans votre camion? Je ne veux pas qu'on nous voie ensemble, ajouta-t-elle. Il déverrouilla la portière passager. Gloria monta à bord, emportant avec elle l'odeur de cigarette et la peur. Je sais pour votre fille, dit-elle sans préambule. Que savez-vous? Demanda-t-il. Je sais qu'Elise n'a pas perdu de bébé il y a 10 ans. Je sais qu'elle a rencontré un homme en secret, et je sais qu'elle vous a menti sur bien d'autres sujets que Harper, expliqua-t-elle. Le pouls de Rhys s'accéléra. Comment savez-vous pour Harper? Demanda-t-il. Parce que j'étais là la nuit de sa naissance, dit Gloria en allumant une cigarette, les mains tremblantes. Sarah Torres était ma nièce, 19 ans, enceinte, terrifiée. Elle est venue me voir parce qu'elle n'avait nulle part où aller, continua-t-elle. Les pièces du puzzle s'assemblèrent. Ta nièce, c'est elle qui est indiquée comme mère sur l'acte de naissance, dit Rhys. Sarah était une gentille fille qui avait fait un mauvais choix. Gloria raconta qu'elle était tombée enceinte d'un homme marié qui ne voulait rien savoir d'elle ni du bébé. Elle allait garder l'enfant, mais elle a pris une longue taffe. Puis Elise est arrivée. À l'hôpital, Rhys a demandé. Chez moi, 2 jours avant le début du travail de Sarah, Gloria m'a dit qu'elle travaillait pour une agence d'adoption privée, qu'elle avait une famille qui désirait désespérément un bébé. Elle a offert $20 000 à Sarah. 20 000 $, dit Rhys d'un ton neutre. Pour ma fille. Sarah ignorait que le bébé était de toi. Gloria dit, bon sang, je ne le savais pas avant de voir les papiers d'adoption à ton nom. Mais voilà, Ellie n'a jamais parlé de famille. Elle n'arrêtait pas de parler de nous comme si elle prévoyait de garder le bébé elle-même. Pourquoi Sarah n'a-t-elle pas passé par une agence légale? Demanda Rhys. Parce qu'Elise lui avait dit que les agences légales prendraient des mois, exigeraient des évaluations psychologiques et des vérifications d'antécédents, expliqua Gloria. Elle disait que ce serait plus rapide et plus facile. Sarah était jeune et effrayée. Elle la croyait. Gloria jeta H par la fenêtre. Mais le jour de la naissance, quelque chose se passa mal. Sarah changea d'avis. Elle jeta un coup d'œil au bébé et décida qu'elle voulait le garder, dit-elle. Elle réécrivit le volant. Que s'est-il passé? Demanda-t-il. Elise devint folle. Gloria se mit à hurler à propos de contrats et d'obligations légales. Elle appela quelqu'un, un homme, et lui dit de gérer la situation. Et puis, 2 types en costume se présentèrent, prétendant être des services de protection de l'enfance. Vraiment? Demanda Rhys. Bien sûr que non, dit Gloria.
Les vrais employés des services de protection de l'enfance ne s'habillent pas comme des avocats de Wall Street, mais ils avaient des papiers qui semblaient officiels et le personnel de l'hôpital était confus. Dans tout ce chaos, ils prirent le bébé. Sarah était sous sédatif. On m'a poussé hors de la pièce et, le temps que tout se calme, Harper était parti. On avait l'impression que le camion tournait. Et Sarah, demanda doucement Ri. Elle a sombré dans une profonde dépression, dit Gloria. Elle a commencé à boire, à arrêter de prendre soin d'elle. J'ai essayé de la convaincre de porter plainte, mais elle était convaincue d'avoir commis un acte illégal en prenant l'argent. Elle avait peur d'aller en prison. Alors, elle est restée silencieuse, dit Ri. Jusqu'à la nuit de sa mort, murmura Gloria. Elle m'appela ivre, racontant comment elle allait retrouver le bébé et le récupérer. Elle avait fait des recherches et découvert que les papiers d'adoption étaient falsifiés. Elle allait à la police le lendemain matin. La voix de Gloria se réduisit à un murmure. Elle n'y est jamais arrivée. Un accident de voiture sur la route 87. Mais voici ce que le rapport de police ne mentionnait pas. J'ai vu sa voiture cet après-midi-là. Elle était allée chez le garagiste parce que ses freins faisaient du bruit. C'est drôle comme ses freins ont lâché cette nuit-là, tu ne trouves pas? Dit-elle. Les implications frappèrent Ri comme un coup de poing. Tu crois que quelqu'un l'a éliminé? Demanda-t-il. Je pense que Sarah s'est trop approchée de la vérité et que quelqu'un a décidé qu'elle était un handicap, dit Gloria. Tu as des preuves? Demanda Riz. Rien qui tienne devant un tribunal, répondit Gloria. Mais je surveille ta maison depuis 10 ans, attendant le bon moment. Dire à quelqu'un ce qui s'est réellement passé. Et ces derniers temps, j'ai vu des choses qui m'inquiètent. Quel genre de choses? Demanda Ri. Élise rencontre un homme dans des voitures de luxe. Toujours la nuit, toujours dans des endroits différents. Ils ont l'air intimes, si vous voyez ce que je veux dire, expliqua Gloria. Ri serra les dents. Pouvez-vous le décrire? Demanda-t-il. Grand, cheveux noirs, conduit une BMW noire. Bien habillé comme un cadre ou peut-être un médecin. Il se voit plus souvent depuis un mois, dit Gloria. Une idée de qui il est? Demanda Riz. Je les ai suivis une fois. Ils sont allés dans un hôtel à Albany, le Marriott du centre-ville. Il s'est enregistré sous le nom de Colin Tabet, dit Gloria. Le nom a frappé Ri comme un coup de poing au ventre. Colin Tabet était le médecin-chef du Riverside Memorial Hospital, le patron d'Elisa. Gloria, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, dit Ri. J'ai besoin que tu surveilles ma maison quand je ne suis pas là. Prends des photos si tu peux, surtout si ce Colin se pointe. Je le suis déjà. Il a sorti un petit appareil photo numérique. Il a tout documenté pendant un mois. Il s'est dit qu'un jour, tu voudrais savoir ce que ta femme manigançait vraiment. Elle lui a tendu une carte mémoire. Tout y est. Heure, date, lieu. Ta femme et son petit ami ont été très occupés. Après le départ de Gloria, Riz était assis dans son pick-up, regardant les photos sur l'écran LCD de l'appareil. Élise et Colin s'embrassant dans sa BMW. Élise montant dans la voiture de Colin à divers endroits de la ville. Élise et Colin entrant ensemble au Marriott. La trahison était totale. Non seulement Élise avait volé sa fille et lui avait fait croire qu'elle était morte, mais elle entretenait une liaison avec son patron depuis Dieu sait combien de temps. Son téléphone a sonné. Marshall Fra, j'ai enregistré toute la conversation, a dit Fra. Cette femme dit la vérité sur ce qu'elle a vu, mais il nous faudrait plus de preuves pour prouver l'homicide. Et la fraude à l'adoption? A demandé Riz. C'est du solide. Fausseau de notaire, documents falsifiés, usurpation d'identité de fonctionnaire. Le procureur, tu pourrais porter plainte demain si tu veux aller de l'avant. Fra répondit. Pas encore. Je veux tout savoir d'abord. Peux-tu approfondir le dossier de Colin Tabet, dit Ri. Je m'en occupe déjà. J'aurai un rapport complet d'ici demain matin, le rassura Fra. Et les Kowalski, les parents adoptifs de Harper, demanda Ri. Il devait les rencontrer vendredi. Il commence à se méfier des visites d'Alisa, surtout depuis qu'elle pose des questions étranges sur les antécédents médicaux de Harper et si elle pose des questions sur ses vrais parents, expliqua Fra. Riz ferma les yeux. Elle prépare quelque chose, dit-il. C'est aussi mon interprétation. La question est quoi? Répondit Fra. Je vais le découvrir, dit Riz.
Cette nuit-là, Ri était allongée dans son lit à côté de sa femme, la regardant dormir. Elle avait l'air paisible, innocente même. Mais maintenant, il savait la vérité. Cette femme à côté de lui avait orchestré le vol de sa fille, peut-être assassiné une jeune fille de 19 ans pour brouiller les pistes et le tromper avec son patron. Le pire, c'était à quel point elle semblait normale. Avec quelle facilité elle mentait pendant 10 ans. Comment elle pouvait lui dire au revoir chaque matin et aller travailler comme si elle n'avait pas détruit plusieurs vies pour obtenir ce qu'elle voulait. Son téléphone vibra, un SMS d'Alisa lui parvint, mais elle dormait à côté de lui. Il attrapa le téléphone, confus, puis réalisa que le SMS datait de plus tôt. Il l'avait manqué. L'horodatage indiquait 2h47, soit 3 jours auparavant. Je n'arrête pas de penser à toi. Quand pourrons-nous être ensemble pour de vrai? Colin envoyait des SMS à Elise depuis son propre téléphone, ce qui signifiait qu'il avait accès à son appareil, probablement via un compte ou une application partagée. Ri fit une capture d'écran du message et la transféra à Fra, puis la supprima du téléphone d'Alisa. S'il communiquait via son appareil, il y avait peut-être d'autres messages, d'autres preuves. Il se glissa hors du lit et se rendit à son bureau où il ouvrit son ordinateur portable et commença à planifier sa prochaine action. Si Elise pensait pouvoir lui voler sa fille, détruire sa vie et s'enfuir avec elle amante, elle allait bientôt comprendre à quel point elle pouvait se tromper. Car Rhys Calland avait passé 8 ans dans l'armée, apprenant à identifier des cibles, à planifier des opérations et à exécuter des missions. Et maintenant, il avait une mission plus importante que toutes celles qu'il avait jamais entreprises. Il allait récupérer sa fille et s'assurer que tous ceux qui l'avaient entendu en paient le prix. La cafétéria du Riverside Memorial Hospital bourdonnait du chaos habituel de l'heure du déjeuner. Des infirmières attrapaient des salades rapides entre deux gardes, des médecins penchés sur leurs tablettes, des visiteurs l'air perdus et dépassés. Rhys était assise dans un box d'angle, vêtue de civil et coiffée d'une casquette de baseball, observant Colin Tabet tenir sa cour à une table près des fenêtres. Colin était exactement ce que Gloria lui avait décrit. Grand, élégant, le genre d'homme qui portait l'autorité comme un costume coûteux. Il attirait l'attention sans effort, parlant du ton mesuré de quelqu'un habitué à prendre des décisions de vie et à les finaliser. Le rapport de Marshall Fra était ouvert sur le téléphone de Rhys. Colin Tabet, 42 ans, divorcé 2 fois, sans enfant. Diplômé de médecine de Johns Hopkins, internat à Mass General, chef du service médical à Riverside pendant 6 ans. Impressionnant sur le papier, mais plus Fra creusait, plus les choses devenaient intéressantes. Colin s'était fiancé à une certaine Elise Murphy en 2008. Les fiançailles avaient brutalement pris fin lorsqu'elle avait épousé un homme du nom de Rick Allen. Elise Murphy, le nom de jeune fille de sa femme. Colin n'était pas seulement le patron et l'amant d'Elisa. Il était son ex-fiancé, l'homme qu'elle avait quitté pour épouser Ri après son premier déploiement, ce qui signifiait que leur liaison n'était pas récente. C'était la renaissance de quelque chose qui n'avait jamais vraiment pris fin. Tout commençait à prendre sens. Le poste pratique à l'hôpital Collins, la connaissance approfondie des dossiers médicaux et des procédures d'adoption, les ressources pour falsifier des documents et manipuler le personnel hospitalier. Colin et Elise préparaient cela depuis des années. Le téléphone de Rhys vibra, un SMS provenant d'un numéro qu'il ne connaissait pas. Parking, niveau B2, place 47. Venez seul. Elise. Mais elle était censée faire son service. À l'étage, à moins qu'elle ne l'ait repéré. Il se dirigea vers le parking, son instinct lui criant qu'il s'agissait d'un piège. Mais il devait savoir ce qu'elle voulait dire. Le niveau B2 était presque vide, quelques voitures seulement éparpillées entre les piliers de béton. Elise se tenait à côté de sa Honda Civic dans la case 47, toujours en blouse, le visage pâle sous l'éclairage fluorescent. « Je sais que tu as posé des questions, dit-elle alors qu'il s'approchait. « À propos de quoi ?» demanda Ri. « Ne fais pas l'idiote, Ri. Le bureau du greffier du comté a appelé hier pour vérifier ton identité. Ils ont dit que tu avais posé des questions sur les actes de naissance et les dossiers d'adoption, dit Elise. Il s'arrêta à 3 mètres, gardant ses distances. Et il demanda, et je sais que tu as trouvé les papiers au grenier. Sa voix était ferme, mais ses mains tremblaient. J'attends cette conversation depuis 10 ans, ajouta-t-elle. Et toi, dit Ri. Je n'ai jamais voulu te mentir. Mais tu dois comprendre, commença Elise. Comprendre. Quoi? Que tu m'as volé ma fille et que tu m'as laissé croire qu'elle était morte. Que tu as couché avec ton ex-fiancé dans mon dos?
Qu'une fille innocente est morte à cause de tes mensonges? Ri l'interrompit. Le sang-froid d'Elisa se brisa. La réaction de Sarah était accidentelle. Elle dit, c'était parce que Gloria Winters avait des théories intéressantes sur les pannes de frein et le timing opportun, rétorqua Reese. Gloria est une vieille femme amère qu'Elise a fondée. Qui t'a vu acheter le bébé de sa nièce et ensuite le cacher quand les choses ont mal tourné? Reese l'accusa. Ce n'était pas comme ça. La voix d'Alisa résonna sur les murs de béton. Sarah voulait abandonner le bébé. Elle a pris l'argent de bon gré, elle a insisté jusqu'à ce qu'elle change d'avis. Reese a dit qu'elle avait 19 ans et qu'elle était instable. Elle aurait ruiné la vie de cet enfant, dit Elise. Alors tu as décidé de ruiner la mienne à la place. Exigea Reese. Elise s'approcha, les larmes coulant sur son visage. J'essayais de sauver notre mariage. Tu es revenu de, votre deuxième déploiement était brisé, en colère, buvant trop. Je pensais que si nous avions un bébé, si nous pouvions être une famille, expliqua-t-elle. Tu pensais que voler l'enfant de quelqu'un d'autre nous arrangerait? Demanda Ri. Je pensais que l'aimer nous arrangerait. Et ça a été le cas pendant un moment, jusqu'à ce que tu commences à poser des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre, dit Elise. Quelles questions? Reese insista sur les raisons pour lesquelles elle ne nous ressemblait en rien, sur ses antécédents médicaux, sur les raisons pour lesquelles je ne voulais jamais parler de la grossesse ou de l'accouchement. Elise s'essuya les yeux du revers de la main. Tu n'es pas stupide, Ri. Tu allais finir par le découvrir, ajouta-t-elle. Alors, tu as décidé de te débarrasser des preuves. À commencer par Sarah, accusa Ri. Je n'ai jamais fait de mal à Sarah. Sa fin a été opportune, comme le commença Elise. Comme tout le reste dans ton mensonge parfaitement orchestré, coupa Reese. Elise sortit quelque chose de sa poche, un morceau de papier plié. Je sais que tu as engagé un détective privé. Je sais que tu as parlé à Gloria et je sais que tu as trouvé Harper, dit-elle. Elle ne s'appelle pas Harper. C'est. Ri commença. Son nom est celui que ses parents décident de lui donner. Ce n'est pas ta fille, Ri. Ce n'est pas la mienne non plus. C'est une petite fille qui mérite un foyer stable avec des gens qui peuvent lui donner tout ce dont elle a besoin, dit Elise fermement. Comme si tu lui donnais tout ce dont elle avait besoin en la volant à sa mère biologique, la défia Ri. Sarah ne pouvait pas s'occuper d'un bébé. Elle était indépendante, Ri. Pilule, alcool, répondit Elise. Ce n'est pas ce que Gloria m'a dit, répliqua Ri. Gloria dirait n'importe quoi pour me faire passer pour un imbécile. Elle me tenait pour responsable des problèmes de Sarah, mais en vérité, Sarah consommait bien avant que je la rencontre, dit Elise. Reese étudia le visage de sa femme, cherchant les micro-expressions qui révéleraient ses mensonges. Mais après 12 ans de mariage, elle était devenue experte pour lui cacher la vérité. « Que veux-tu, Elise » demanda-t-il. Elle lui tendit le papier. « Je veux que tu arrêtes de creuser, de poser des questions, d'essayer de contacter Harper ou sa famille » a-t-elle exigé. « Et si je n'y arrive pas » a demandé Ri. Ensuite, je raconterai à tout le monde tes épisodes de stress post-traumatique, ta consommation d'alcool, la nuit où tu as défoncé le mur de la cuisine avec ton poing et où j'ai dû t'emmener aux urgences, menaça Elise. La menace le frappa comme un coup de froid. Tu vas me faire passer pour quelqu'un d'instable, demanda-t-il. Je vais dire la vérité sur les raisons pour lesquelles nous n'avons jamais eu d'enfant, sur les raisons pour lesquelles tu as été jugé inapte à l'adoption alors que nous avions fait une demande par les voies légales, poursuivit-elle. Il avait oublié ça. 3 ans auparavant, ils avaient entamé la procédure d'adoption par l'intermédiaire de Catholic Charity. L'évaluation psychologique avait identifié son traumatisme de combat comme un facteur de risque potentiel. Leur demande avait été poliment rejetée. Tu utilises cette information pour justifier le vol de Harper, dit Ri. Moi, je l'utilise pour protéger un enfant d'une situation potentiellement dangereuse, dit Elise. Je ne ferai jamais de mal à un enfant, dit Ri. Et toi? Elle s'approcha, la voix basse. Parce que le risque que j'ai épousé ne l'aurait peut-être pas fait, mais l'homme qui se tenait devant moi. Maintenant, celui qui me suit, engage des enquêteurs, espionne mon lieu de travail, je n'en suis plus si sûr, dit-elle. Elle avait raison, et ils le savaient tous les deux. La découverte de sa trahison avait réveillé quelque chose de sombre en lui, quelque chose qui dormait depuis sa démobilisation. Il calculait les angles morts, élaborait des stratégies, pensait à nouveau comme un soldat. Éloigne-toi d'Harper, dit Elise en reculant vers sa voiture.
Éloigne-toi de sa famille et de moi. Ou quoi? Demanda Race. Ou je m'assurerai que tout le monde sache exactement quel genre d'homme tu es vraiment, dit-elle. Elle monta dans sa voiture et s'éloigna, le laissant. Seul dans le parking, le goût de la défaite en bouche. Mais alors qu'il retournait à son camion, Reese réalisa qu'Elise avait commis une grave erreur. Elle avait tout confirmé. Le vol, les mensonges, la dissimulation, et elle l'avait menacé, ce qui signifiait qu'elle avait peur. Les gens effrayés font des erreurs. Harry était très doué pour en tirer profit. Son téléphone sonna lorsqu'il atteignit son camion. Gloria Winters. Vous devez rentrer, dit-elle sans préambule. Tout de suite. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda-t-il. Parce que votre femme vient de s'engager dans votre allée, suivie de 2 voitures de police, dit-elle. 3 voitures de patrouille stationnaient dans l'allée de Reese, telles des carnivores encerclant une proie. Des voisins étaient sortis de chez eux, attirés par le spectacle des sirènes et des gyrophares dans leur paisible rue de banlieue. Gloria Winter se tenait sur son Porsche, appareil photo à la main, filmant tout. Reese se gara de l'autre côté de la rue et s'approcha à pied. L'inspecteur Ray Morrison, un type qu'il connaissait depuis le lycée, l'a rencontré à l'entrée de sa propriété. Je veux que tu restes calme. D'accord. Votre femme a porté plainte, dit Morrison. Quel genre de plainte? Demanda Reese. Harcèlement, maltraitance, menace. Elle dit, vous l'avez suivi, vous avez pris des photos, vous l'avez menacé sur son lieu de travail. Expliqua Morrison. C'est n'importe quoi, Ray, et vous le savez, dit Ray. Ce que je sais, c'est que je dois faire mon travail. Elle a des preuves. Des photos de vous à l'hôpital, des documents prouvant que vous avez engagé un détective privé pour la suivre partout, dit Morrison. Race jeta un coup d'œil vers sa maison où Elise se tenait sur le porche, discutant avec un autre policier. Elle avait l'air fragile, vulnérable, la victime idéale. Elle ment, dit Ray. Peut-être, mais elle a aussi peur. Vraiment peur. Et quand quelqu'un porte plainte comme ça, surtout avec son dossier médical pour étayer ses allégations sur votre état mental, dit Morrison. Mon état mental? Demanda Reese. TSPT, Ray? Traumatisme de combat. Elle a des dossiers médicaux montrant que vous avez été soigné pour des troubles de la gestion de la colère, une dépression, tout ça. Morrison dit, le piège était parfait. Tout ce qu'il lui avait confié pendant leur mariage, chaque moment de vulnérabilité, chaque séance avec le conseiller des anciens combattants, chaque nuit où il s'était réveillé en hurlant à cause de cauchemars, elle l'utilisait contre lui. Ray, écoute-moi. Ma femme me ment depuis 10 ans, commença Ray. À propos de quoi? Demanda Morrison, Ray hésitant. S'il parlait à Ray de Harper, de la fraude à l'adoption, il devrait expliquer le détective privé, la surveillance, la rencontre avec Gloria, tout ce qui le faisait ressembler exactement au harceleur obsédé qu'Élise le dépeignait. C'est compliqué, finit par dire Ray. Compliqué. Comment? Demanda Morrison. Avant que Ray puisse répondre, la camionnette de Marshall Fra s'arrêta sur le trottoir. Fra en sortit, se dirigea vers le groupe d'agents et tendit une enveloppe Kraft à l'inspecteur Morrison. Des preuves, dit simplement Fra. Morrison ouvrit l'enveloppe et en sortit une pile de photos. Son expression changea en les feuilletant. Qu'est-ce que c'est? Demanda Morrison. Fra regarda Ray, puis de nouveau Morrison. Des documents attestant d'une liaison entre Madame Callen et son superviseur à l'hôpital Riverside Memorial, le docteur Colin Tabet. Photos, reçus d'hôtel, SMS. Élise pâlit. C'est une atteinte à la vie privée. En fait, non, poursuivit Frank. Tout a été obtenu grâce à la surveillance légale dans les lieux publics, y compris ceci. Il tendit un autre document à Morrison. Des relevés financiers montrant que Madame Callen transférait de l'argent de compte joint vers un compte privé qu'elle partage avec le docteur Tabet. Plus de 40 000 $ au cours des 6 derniers mois. Morrison étudia les documents. Cela ne change rien à la plainte pour harcèlement. Non, acquiesça Fra, mais cela établit le motif de la fausse accusation. Madame Ken n'est pas une victime harcelée par un mari instable. C'est une épouse infidèle qui tente d'éliminer les obstacles. À propos de sa liaison. Morrison regarda Ray et Élise, visiblement mal à l'aise face à la situation qui dégénérait au-delà d'une simple dispute conjugale. Fra dit, il y a plus. Madame Callen a rendu visite à un enfant mineur sans autorisation,
prétendant être sa mère biologique. Les parents adoptifs sont prêts à porter plainte pour maltraitance. Élise répondit, ce n'est pas vrai. Mais sa voix manquait de conviction. Fra poursuivit. Harper Kowalski, 10 ans, vit à Skenkity avec des parents adoptifs qui ont documenté le comportement de plus en plus erratique de Madame Callan lors de ses visites. Morrison dit, cela devient trop compliqué pour une simple visite conjugale. Tout le monde doit venir au poste. La voix d'Evan Callan tranchait la tension. Inspecteur Morrison, je représente mon frère dans cette affaire. Morrison dit, Seigneur, Evan, ce n'est pas ce genre de situation. Evan répondit, en fait, si. Il sortit son propre dossier. Parce que j'ai des documents prouvant que Madame Callan a commis plusieurs délits au cours des 10 dernières années, notamment des fraudes à l'adoption, des falsifications de documents et des vols financiers. Élise dit, vous ne pouvez rien prouver de tout cela. Son visage se vida. Evans dit, falsification d'actes de naissance avec un sceau notarié révoqué, relevé financier attestant de paiement pour falsifier des documents médicaux, témoignage de la famille de la mère biologique concernant des actes de coercition et des fraudes. Sa voix était calme et professionnelle. Nous pouvons tout prouver, dit Morrison. Bon, tout le monde, arrêtez de parler. C'est bien au-dessus de mes compétences. Il se tourna vers Élise. Madame, êtes-vous en danger physique immédiat à cause de votre mari? Élise dit, je sais, mais Morrison demanda, a-t-il proféré des menaces directes contre vous? Élise répondit, il a menacé de me faire payer pour ce que j'ai fait. Morrison demanda, quand a-t-il dit ça? Élise hésita, puis répondit, aujourd'hui. Dans le parking de l'hôpital. Morrison demanda, Y avait-il des témoins? Élise répondit, non, mais Morrison a demandé, caméra de sécurité. Élise répondit, je ne sais pas, Morrison regarda Harry et demanda, avez-vous menacé votre femme? Reese répondit, je lui ai dit que tous ceux qui auraient volé ma fille subiraient des conséquences juridiques. Morrison répondit, votre fille. Evans s'avança et dit, inspecteur, c'est une affaire complexe impliquant une fraude à l'adoption et potentiellement un homicide. Mon frère a découvert que sa femme avait falsifié des documents pour voler un enfant et qu'elle mentait à ce sujet depuis 10 ans. La mère biologique est décédée dans des circonstances suspectes peu après avoir tenté de récupérer son bébé. Morrison répondit, homicide. Ses sourcils se levèrent. Evans dit, Sarah Michelle Torres, accident de voiture en 2015. Défaillance des freins sur une voiture qui venait d'être révisée. Elle est morte la veille du jour où elle devait se rendre à la police pour l'adoption frauduleuse. Morrison regarda autour de lui la foule de voisins, de caméras et le chaos. Morrison dit, bon, ça suffit. Tout le monde au poste maintenant. On va régler ça comme il faut. La voix de Colin Tabet résonna à travers la cour. Je ne vais nulle part. Elle m'a appelé. Elle est clairement maltraitée par un homme instable avec un passé violent. Ray sentit quelque chose se briser en lui. Cet homme, cet imbécile privilégié et arrogant qui avait contribué à lui voler sa fille et à détruire son mariage, allait débarquer et jouer les héros. Fra dit aimablement, Docteur Tabet, c'est gentil à vous de vous joindre à nous. J'ai des photos qui, je pense, vous intéresseront. Colin dit, je ne sais pas de quoi vous parlez. Sa confiance vacilla légèrement. Fra dit, voici vous et Madame Ken à l'hôtel Marriott mardi dernier. Et voici que vous transférez des fonds sur votre compte joint. Et voici, il passa à une autre photo. Vous rencontrez quelqu'un qui ressemble étrangement aux hommes qui se sont fait passer pour des agents des services sociaux quand Harper a été enlevé à sa mère biologique. Colin dit, je veux voir un avocat. Il resta figé. Evan dit. Choix de mots intéressants. D'habitude, les innocents veulent voir des preuves, pas des avocats. Morrison dit, tout le monde au poste immédiatement. Ça se transforme en enquête approfondie, et je ne vais pas régler ça sur la pelouse de quelqu'un. Alors que le groupe se dirigeait vers les voitures de patrouille, Gloria Winters s'approcha de Ray. Gloria murmura, j'ai tout compris. Tout? Les menaces, les mensonges, la façon dont elle a essayé de te faire passer pour une folle. Tout est documenté. Elle tapota son appareil photo. Ray dit, Gloria, tu m'as peut-être sauvé la vie. Gloria dit, ramène ta fille. Cette petite fille mérite de savoir qui est son vrai père. Le commissariat du comté de Hartwell sentait le café et le désespoir. Ray était assis dans la salle d'interrogatoire 2 avec Evan,
attendant le retour de l'inspecteur Morrison avec la décision du procureur concernant les accusations. À travers le miroir sans teint, il pouvait voir Elise dans la pièce d'en face. Colin à côté d'elle, tous deux semblaient sur le point de s'écrouler, ce que Ri remarqua. Race demanda à Evan, « Comment penses-tu que ça va se passer ?» Evan répondit, « Franchement, elle va essayer de négocier. Elle va lui proposer Colin en échange d'une réduction des frais pour la fraude à l'adoption, » demanda Ri. « Et Colin ?» Evan répondit, « Il a déjà engagé un avocat. Un avocat hors de prix d'Albany lui a probablement coûté 50 000 $ rien que pour venir. Il va prétendre qu'il ne savait rien de l'adoption, que c'était l'idée d'Élise. » Ri dit, « Mais tu n'y crois pas ?» Evan dit, « Je pense que Colin Tabé planifie tout ça depuis le jour où Élise l'a quitté pour t'épouser. Je pense que c'est lui qui a identifié Sarah Torres comme cible, qui a utilisé ses relations médicales pour faciliter la fausse adoption et qui a probablement organisé ces faux agents des services sociaux. » La porte s'ouvrit. Morrison entra avec une femme que Ri ne reconnut pas. Une femme élégante, une cinquantaine d'années, avec une mallette. Morrison dit, « Voici Patricia Walsh, procureure adjointe du district. Elle a examiné les preuves. » Walsh dit, « Monsieur Callen, votre situation est compliquée. D'un côté, votre femme a porté plainte pour harcèlement et maltraitance, ce qui est fondé. Vous avez engagé un détective privé pour la suivre. Vous l'avez interpellée sur son lieu de travail, poursuivit Walsh. Mais d'un autre côté, les preuves suggèrent que ces plaintes ont été déposées pour vous empêcher de découvrir des activités criminelles en cours. La question est de savoir si vous souhaitez porter plainte, demanda Ri. Quel genre d'accusation, demanda Walsh. Fraude à l'adoption, falsification de documents, vol financier, complot. Si nous pouvons prouver que le médecin a été impliqué dans la facilitation de l'adoption initiale par des moyens frauduleux. Nous examinons des accusations en vertu de la loi RICO. Demanda Ri. RICO? Walsh dit, activité criminelle organisée. S'il s'agit d'un complot visant à faire du trafic d'enfants au moyen de faux documents d'adoption, cela relève de la compétence fédérale. Ri regarda Evan. Ri demanda, qu'en pensez-vous? Evan dit, je pense que vous avez deux choix. Tu peux accepter qu'Harper soit dans une bonne famille et essayer de tourner la page, ou tu peux tout brûler pour connaître la vérité, demanda Ri. Et si je brûle tout, répondit Walsh, alors toutes les personnes impliquées iront en prison. Ta femme, ton médecin, Tabé, tous ceux qui ont facilité cette fraude. Mais Harper reste avec sa famille adoptive. Le tribunal ne retirera pas un enfant d'un foyer stable simplement parce que son adoption a été arrangée illégalement. Ri dit, donc, j'obtiens justice, mais pas ma fille. Walsh dit, tu obtiendrais la vérité. Que ce soit la même chose que la justice, c'est à toi de voir. Ri pensa à Harper, une petite fille qui avait passé 10 ans à croire que les Kowalski étaient ses vrais parents, qui ignorait totalement que son père biologique était vivant et à sa recherche. Méritait-elle que son monde soit détruit pour satisfaire son besoin de vengeance? Mais il pensa alors à Sarah Torres, 19 ans, mourante seule sur une autoroute sombre, à toutes les autres jeunes mères qui pourraient être ciblées par l'opération de Colin et Alisa, aux années de deuil qu'il avait endurées, croyant sa fille morte. Ri finit par dire, je veux d'abord parler aux parents adoptifs de Harper. Walsh dit, Monsieur Callen Ri dit, avant de prendre une décision, je veux rencontrer les personnes qui ont élevé ma fille. Je veux savoir quel genre de vie elle a eu, quel genre de personnes elles sont. Ensuite, je déciderai si je porte plainte. Walsh et Morrison échangèrent un regard. Walsh dit, c'est inhabituel. Evan ajouta, mais ce n'est pas illégal. Mon client a le droit de prendre des décisions éclairées quant à la poursuite de poursuites pénales. Walsh répondit, d'accord, mais la rencontre se déroule sous surveillance, et tout ce que vous apprendrez sur la situation actuelle de l'enfant ne pourra pas être utilisé pour contester l'adoption. Ri dit, compris. Walsh ajouta, Eta Jem Ken, votre femme et le docteur Tabé sont libérés sous caution en attendant votre décision. Si vous décidez de porter plainte, ils seront à nouveau arrêtés. Sinon, ils s'en iront. Ri demanda, qu'en est-il des accusations de harcèlement portées contre moi? Walsh dit, laissez tomber. La crédibilité de votre femme a été compromise par les preuves de ses activités criminelles en cours. Après le départ de Walsh et Morrison, Ri et Evans restèrent assis en silence pendant plusieurs minutes. Evan dit finalement, vous savez ce que vous allez faire, n'est-ce pas? Ri répondit, oui, je le sais. Evan demanda, et?
se leva et rajusta sa veste. Ri dit, je vais rencontrer ma fille, et ensuite je m'assurerai que tous ceux qui lui ont fait du mal paient le reste de leur vie pour ça, demanda Evan. Même si ça signifie que tu n'auras jamais de relation avec elle, dit Ri. Surtout si ça signifie ça, car la meilleure chose que je puisse faire pour Harper, c'est de m'assurer qu'aucun autre enfant ne subisse ce qu'elle a vécu. Evan dit, ce n'est pas de la vengeance, Ri. C'est de la justice. Ri dit, peut-être, ou peut-être qu'après 10 ans, j'ai oublié la différence. La maison des Kowalski se trouvait dans une rue calme de Schenectady, une modeste maison coloniale à 2 étages avec une pelouse bien entretenue et un panier de basket dans l'allée. Ri se gara de l'autre côté de la rue et resta assis dans son pick-up pendant 10 minutes, essayant de calmer son cœur qui battait fort. Derrière cette porte d'entrée se trouvait sa fille, une enfant qu'il n'avait jamais tenue, à qui il n'avait jamais lu, à qui il n'avait jamais mis de lit, une petite fille qui le croyait mort. La voiture de l'inspecteur Morrison s'arrêta derrière lui. Cette réunion se déroulait sous surveillance policière, en partie pour la protection de tous et en partie pour s'assurer que Ri ne fasse rien qui puisse compliquer l'enquête en cours. Morrison demanda, « Êtes-vous prêt ?» Ri répondit, « Non, mais je dois le faire quand même. » La porte s'ouvrit avant qu'il puisse frapper. Tom Kowalski était un homme imposant, le regard bienveillant et les ongles gras, mécanicien ou ouvrier du bâtiment, quelqu'un qui construisait au lieu de détruire. Sa femme, Marie, apparut derrière lui. Une petite femme aux cheveux grisonnants et aux yeux ridés par l'inquiétude. Tom dit, « Monsieur Callen, entrez. » Le salon était confortable, habité. Des photos de famille couvraient la cheminée. Harper à différents âges jouant au football, brandissant des trophées scolaires, souriant aux anniversaires, une vie immortalisée par des moments que Ri n'avait jamais partagés. Rhys demanda, « Où est-elle » Marie répondit, « À l'entraînement de foot. » On a pensé qu'il valait mieux parler d'abord, juste entre adultes. Ils s'assirent. Tous les trois, plus Morrison. La tension était épaisse comme un brouillard. Tom commença. « On veut que tu le saches. On ignorait complètement que l'adoption était frauduleuse. Les papiers semblaient légitimes. L'agence avait des références. » Ri a demandé. « Quelle agence ?» Tom a dit. « Les services à la famille de Golden State. Ils n'existent plus. Apparemment, ils ont fermé il y a environ 5 ans. » Bien sûr que si. Ri a pris note mentalement de demander à Fra d'enquêter sur ce qui est arrivé à Golden State. Ri a dit, « Parle-moi d'Harper. » Marie et Tom ont échangé un regard. Marie a dit, « Elle est merveilleuse, intelligente, drôle, têtue comme une âne. Quand elle décide quelque chose, elle a tes yeux, tu sais, marron foncé avec ses petits yeux dorés. » Rhys a demandé, « Que sait-elle de l'adoption ?» Marie a dit, « Tout. On ne lui a jamais menti sur le fait d'être adoptée. Elle sait que son père biologique est décédé quand elle était jeune et que son père biologique était répertorié comme inconnu. » Demanda Rhys. « Est-ce qu'elle a déjà posé des questions sur moi ?» Tom disait tout le temps, surtout ces derniers temps. Elle est à cet âge où elle commence à s'interroger sur son identité, sur ses origines. Ri demanda, « Que lui dis-tu » Marie répondit, « La vérité. Qu'on ne sait rien de son père biologique, mais que, quel qu'il soit, il l'aimait probablement beaucoup. » Ces mots frappèrent Rhys comme un coup de poing. Cet homme, cet inconnu qui avait élevé sa fille, comprenait quelque chose que Ri commençait seulement à saisir. L'amour n'était pas une question de biologie ou de documents juridiques. Il s'agissait d'être présent chaque jour, de s'assurer qu'elle se sente en sécurité, valorisée et chérie. Marie dit, « Il y a autre chose. » La femme qui lui rendait visite, Madame Ken, posait des questions à Harper pour savoir si elle pensait parfois à ses vrais parents, si elle était heureuse avec nous. Harper était confuse. Ri demanda, « Quel genre de questions ?» Marie répondit, « Si Harper voudrait vivre avec sa famille biologique s'ils étaient encore en vie, si elle sentait qu'il lui manquait quelque chose dans sa vie, si elle serait intéressée par la rencontre avec son père biologique. » Tom se pencha en avant. Tom dit, « Monsieur Callen, nous devons vous demander quelles sont vos intentions ici. Si vous envisagez de contester l'adoption, nous vous combattrons. Harper est notre fille, légalement et à tous égards. » Ri dit, « Je ne suis pas là pour vous l'enlever, » demanda Tom. « Alors pourquoi êtes-vous ici ?» Rhys regarda autour de lui, l'épreuve d'une enfance heureuse qui lui avait manqué, celle de 2 personnes qui avaient donné à sa fille tout ce qu'il ne pouvait pas. Ri dit, « Parce que j'ai besoin de savoir qu'elle va bien.
J'ai besoin de savoir qu'elle est avec des gens qui l'aiment. Marie répondit fermement, elle l'est. Nous l'aimons plus que la vie elle-même, demanda Harry. Et si je vous disais que son adoption a été arrangée frauduleusement, que sa mère biologique a été enlevée et peut-être assassinée pour étouffer l'affaire? Les Kowalski pâlirent. Tom murmura, nous n'en avions aucune idée. Reis dit, je sais que vous ne l'avez pas fait, mais les personnes qui ont organisé cette adoption sont toujours en liberté. Elles pourraient cibler d'autres enfants, d'autres familles. Je dois m'assurer qu'ils soient arrêtés. Tom demanda, qu'est-ce que cela signifie pour Harper? Ri répondit, cela signifie qu'elle apprendra des vérités difficiles sur la façon dont elle est arrivée avec vous, mais cela signifie aussi qu'aucun autre enfant ne subira ce qu'elle a vécu. Morrison prit la parole pour la première fois. Monsieur et Madame Kowalski, si Monsieur Callan porte plainte, il y aura un procès. Le nom de Harper sera inscrit au dossier judiciaire. Il pourrait y avoir une couverture médiatique. Oh mon Dieu! Marie dit, mais Morrison continua, Harper ne sera pas obligé de témoigner, et son adoption actuelle restera valide. Le tribunal ne souhaite pas perturber un foyer stable. On peut la voir? Demanda Harry. Juste quelques minutes? Je n'ai pas besoin de lui dire qui je suis. J'ai juste besoin de la voir. Tom et Marie échangèrent un regard, échangeant un silence. Elle rentre de l'entraînement dans 1 heure, dit finalement Marie. Tu peux rester dîner si tu veux, en tant qu'ami de la famille. L'heure passa comme une année. Reese apprit l'équipe de foot de Harper, ses notes en agriculture, son projet de devenir vétérinaire ou astronaute. Il apprit qu'elle adorait les pancakes aux pépites de chocolat et détestait les choux de Bruxelles. Qu'elle pouvait résoudre des Rubik's Cube en moins de 2 minutes et qu'elle avait lu tous les livres d'Harry Potter au moins 3 fois. Elle avait l'air parfaite. Elle ressemblait à la fille dont il rêvait pendant ses nuits solitaires en Afghanistan. Lorsque la porte d'entrée s'ouvrit, le cœur de Reese s'arrêta. Harper Kowalski était magnifique. Cheveux noirs attachés en queue de cheval, des taches d'herbe sur son uniforme de foot, de la terre sur une joue. Elle avait le menton de sa mère et son expression têtue. Mais son sourire était un pur rayon de soleil. Harper dit, « Maman, je meurs de faim et l'entraîneur dit qu'on pourrait se qualifier pour les régionales si on continue. » Elle s'arrêta en voyant Harry. « Oh, salut, dit Marie. Harper, voici Monsieur Ken. Il dîne avec nous. » Harper dit, « Super. Je suis Harper. » Elle lui tendit la main avec l'assurance d'une enfant à qui on a appris les bonnes manières. Harry lui serra la main, émerveillé par sa petite taille, sa ressemblance avec celle de sa propre mère. Harry dit, « Enchanté de te rencontrer, Harper. » Harper demanda, « C'est toi qui me poses des questions sur mon adoption? » Maman dit que quelqu'un essayait de nous aider à en savoir plus sur mes parents biologiques. Tom et Marie semblaient paniqués, mais Reese garda une voix ferme. Harry dit, « Quelque chose comme ça. J'essaie de m'assurer que tous les papiers sont en règle. » Harper dit, « C'est cool. Je me suis toujours demandé à leur sujet, tu sais, s'ils étaient grands ou petits. Aimaient-ils le sport? Des trucs comme ça. » Harry demanda, « À ton avis, ils étaient comment? » Harper se laissa tomber sur le canapé, complètement décomplexé. Harper dit, « Eh bien, ma mère biologique était probablement jolie parce que tout le monde dit que je suis jolie, et elle était probablement intelligente parce que je suis très bonne en maths et en sciences. Et mon père biologique, » elle marqua une pause en réfléchissant, « je pense qu'il était probablement fort parce que je suis forte pour mon âge, et peut-être qu'il était dans l'armée ou quelque chose comme ça parce que je suis très bonne au jeu de stratégie. » Reis pouvait à peine respirer. Harry demanda, « Pourquoi penses-tu qu'il était dans l'armée? » Harper répondit, « Je ne sais pas. Je l'imagine toujours en uniforme, comme s'il protégeait les gens ou quelque chose comme ça. Maman dit que c'est mon imagination, mais parfois je rêve de lui et il porte toujours des vêtements militaires. » Les yeux de Marie se remplirent de larmes. Tom passa un bras autour des épaules de sa femme. Reese demanda, « À quoi d'autre rêves-tu de lui ?» répondit Harper. « Qu'il me cherche. Qu'il ne sait pas où je suis, mais qu'il essaie de me trouver parce qu'il m'aime. » Sa voix se fit plus basse. « Mais maman dit qu'il ne sait probablement même pas que j'existe, alors je ne devrais pas me faire d'illusions, » demanda Harry prudemment. « Harper, que ferais-tu si tu apprenais que ton père biologique est vivant et qu'il te cherchait? » Harper dit, « Vraiment? Il est vivant? » Ses yeux s'illuminèrent. Tom dit rapidement, « C'est hypothétique. » Harper dit, « Oh. » Elle se dégonfla légèrement.
Eh bien, hypothétiquement, j'aimerais le rencontrer. Je voudrais savoir s'il est aussi génial que je l'imagine et je voudrais qu'il sache que je m'en suis bien sorti même s'il n'a pas pu s'occuper de moi. Rhys demanda, et s'il avait voulu s'occuper de toi, mais qu'il n'avait pas pu à cause de circonstances indépendantes de sa volonté, demanda Harper. Alors je lui dirai que ce n'est pas grave, que Tom et Mary sont les meilleurs parents du monde, que je suis heureuse et qu'il n'a pas à se sentir mal. Rhys s'excusa et alla dans la salle de bain où il s'assit au bord de la baignoire et pleura pour la première fois depuis qu'il avait trouvé les papiers d'adoption. Sa fille était tout ce qu'il avait espéré. Intelligente, gentille, résiliente, pleine d'amour et de curiosité pour le monde, et elle était heureuse. Ses parents l'adoraient. Un foyer stable, un avenir radieux, tout ce qu'il avait voulu lui offrir, les Kowalski l'avaient fourni. Lorsqu'il revint au salon, Harper mettait la table en discutant de son match de foot. Elle se déplaçait dans la maison comme si elle y avait sa place, car c'était son cas. C'était sa maison. C'étaient ses proches. Pendant le dîner, il la regarda interagir avec Tom et Mary. Des taquineries faciles, des blagues privées, la dynamique confortable d'une famille soudée depuis 10 ans. Il connaissait ses plats préférés, ses bêtes noires, ses rêves d'avenir. Il savait comment la faire rire et la réconforter lorsqu'elle était triste. C'était un inconnu qui partageait son ADN. Après le dîner, Harper lui montra sa chambre. Trophée de football, certificat de tableau d'honneur, photos avec des amis. Une chambre d'enfant normale, pleine de la vie d'un enfant normal. Harper dit, Monsieur Ken, continua Harper. Êtes-vous marié? Rhys dit, je l'étais. Plus maintenant, demanda Harper. Avez-vous des enfants? La question le transperça. Rhys dit, non, pas d'enfants. Harper dit, dommage. Tu as l'air d'être un bon père. Au moment de partir, Harper le serra dans ses bras. Une rapide étreinte décontractée, du genre qu'elle donnait probablement à tous les amis de ses parents. Mais pour Rhys, c'était tout. L'espace d'un instant, il put tenir sa fille dans ses bras pour ressentir sa chaleur, son énergie et sa vitalité. Harper dit, ravi de vous avoir rencontré. J'espère que les formalités administratives se passeront bien. Rhys dit, moi aussi. Dehors, Morrison le raccompagna jusqu'à son camion. Morrison demanda, alors, qu'est-ce que ça va être? Rhys regarda la maison où Harper était visible par la fenêtre, aidant Mary à débarrasser la table. Rhys dit, je porte plainte, toutes. Je veux un bail et que Colin et tous les autres soient payés pour ce qu'ils ont fait, demanda Morrison. Même si cela signifie qu'Harper finira par apprendre la vérité sur son adoption, Rhys dit, surtout pour ça, elle mérite de connaître la vérité. Et surtout, aucun autre enfant ne devrait vivre ce qu'elle a vécu. Morrison demanda, et ta relation avec elle? Répondit, quelle relation? Je suis un inconnu pour elle, Morrison. Tom et Mary sont ses vrais parents. Ce sont eux qui ont gagné le droit d'être appelés maman et papa. Morrison dit, mais tu pourrais. Demander un droit de visite, peut-être construire quelque chose, dit Rhys fermement. Non, Harper est heureuse, aimée et en sécurité. Je ne vais pas perturber tout cela pour mes propres besoins égoïstes. Mais je vais m'assurer que ceux qui l'ont volé à sa mère biologique et m'ont menti pendant 10 ans passent le reste de leur vie à le regretter. Morrison a dit, ça ne ramènera pas Sarah Torres. Rhys a dit, non, mais ça pourrait les empêcher d'éliminer quelqu'un d'autre. Alors que Rhys rentrait chez lui, son téléphone a sonné. Evan. Evan a demandé, comment ça s'est passé? Rhys a dit, elle est parfaite, Evan. Absolument parfaite. Et elle est exactement là où elle doit être, a demandé Evan. Et votre décision de porter plainte? Rhys a dit, brûlez tout. Je veux que toutes les personnes impliquées dans ce complot soient derrière les barreaux, a demandé Evan. Y compris Élise, a dit Rhys. Surtout Élise. Elle a eu 10 ans pour me dire la vérité. 10 ans pour faire ce qu'il fallait. Au lieu de cela, elle m'a laissé pleurer une enfant qui n'était pas morte et m'a fait croire que j'étais fou de l'avoir manqué. Evan a dit, ça va détruire beaucoup de vies. Rhys dit, tant mieux, parce qu'ils ont détruit le mien en premier. Le palais de justice d'Albany bourdonnait d'activité avant le procès. Des cars de reportage étaient alignés dans la rue. L'affaire Baby Harper avait attiré l'attention des médias régionaux, notamment après la révélation d'informations sur le décès suspect de Sarah Torres et l'implication d'un éminent administrateur d'hôpital. Assis dans la salle d'attente des témoins,
Ri relisa une dernière fois ses notes de témoignage. Par la fenêtre, il aperçut des manifestants brandissant des pancartes, « Justice pour Sarah Torres », et les enfants ne sont pas des marchandises. L'affaire avait touché une corde sensible chez les défenseurs du droit à l'adoption et les familles victimes de fraude. Marshall Fra entra dans la pièce. Fra dit, « Ada Walsh souhaite vous parler avant que vous ne témoigniez. » Ri demanda, « De quoi ?» Fra dit, « L'avocate d'Alisa tente de conclure un accord de dernière minute. Elle propose de témoigner contre Colin en échange d'une réduction des charges, » demanda Ri. « Quel genre d'accord ?» répondit Fra, « plaidoyer pour conspiration. Prison de 3 à 5 ans au lieu de 15 à 20 ans. » Ri sentit sa mâchoire se serrer. Ri demanda. « Et Colin ?» dit Fra, affirmant toujours ne rien savoir de la fraude à l'adoption, affirme qu'Elise a agi seule, a profité de sa position à l'hôpital à son insu. Ri dit, « C'est n'importe quoi. » Fra dit, « Nous savons, mais prouver une conspiration est plus difficile que prouver la fraude elle-même. Si Elise se retourne contre lui, nous pouvons enfermer Colin pendant des décennies, » demanda Ri. « Et si elle ne le fait pas, » dit Fra, « alors nous nous appuyons sur des preuves indirectes et espérons que le jury verra clair dans son jeu. » Ri se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. De l'autre côté de la rue, il vit Tom et Mary Kowalski entrer dans le palais de justice par une entrée latérale, évitant le cirque médiatique. Harper n'était pas avec eux. Elle était à l'école, protégée du spectacle par une ordonnance du tribunal, scellant son identité pour toutes les procédures. Ri demanda, « Que recommande Walsh ?» Fra dit qu'elle veut que vous décidiez. C'est à vous de décider si vous acceptez l'accord d'Elisa. La porte s'ouvrit à nouveau. Evan entra, l'air sombre. Evan dit, « Nous avons un problème. L'avocat de Collins invoque une faute professionnelle. Ils affirment que les preuves ont été obtenues grâce à une surveillance illégale, » demanda Ri. « Comment est-ce possible ? Tout ce que Fra a collecté était légal, » dit Evan. « Ils prétendent que vous avez utilisé votre relation avec l'inspecteur Morrison pour contourner les procédures d'enquête normales, affirmant que les photos et les documents financiers ont été obtenus sans mandat. » Ri dit, « C'est ridicule. Morrison n'était pas impliqué dans la surveillance. » Evan dit, « Peu importe. Si le juge estime qu'il existe ne serait-ce qu'une possibilité de faute professionnelle, il pourrait rejeter des preuves clés. » Race ressentit la sensation familière d'une mission qui tourne mal. Race demanda, « À quel point ?» Evan dit, « Si nous perdons les documents financiers contenus dans les photos de surveillance, il ne restera que des accusations de fraude à l'adoption contre Elise. » Colin s'en tire, demanda Ri. « Et Sarah Torres sera la cible. » Evan dit, « Toujours aucune preuve directe reliant Colin à la falsification de documents. Sans preuve de complot, cela reste un accident non résolu. » Les trois hommes restèrent silencieux, le poids d'un échec potentiel les enveloppant comme un brouillard. Fra dit doucement. « Il y a une autre option. » Ri demanda. « Quoi ?» Fra dit, « J'ai enquêté sur Golden State Family Service, l'agence d'adoption qui était censée gérer le placement de Harper. C'était une société écran dissoute il y a 5 ans, mais j'ai retracé la propriété à travers plusieurs strates de l'entreprise, » demanda Ri. Et Fra dit que Colin Tabé était un associé silencieux. Il avait financé la start-up et siégé à leur conseil d'administration sous un pseudonyme. Les yeux d'Evan s'illuminèrent. Evan dit que cela prouve un complot. Fra dit, cela prouve un lien financier, mais les documents proviennent d'une base de données d'entreprise à laquelle j'ai accédé par des canaux non officiels. Evan dit, vous l'avez piraté. Fra dit, je l'ai obtenu via des sources qui pourraient ne pas être recevables devant un tribunal. Race regarda tour à tour son frère et le détective privé. Ri a déclaré, nous avons donc des preuves que Colin a été impliqué dans la gestion d'une agence d'adoption frauduleuse, mais nous ne pouvons pas l'utiliser légalement. Evan a déclaré, pas au tribunal pénal, mais nous pourrions le divulguer aux médias. Laissez la pression publique forcer une enquête plus approfondie. Dit Evan lentement. Ou nous pourrions trouver un autre moyen de faire en sorte que Colin soit confronté à ce qu'il a fait. Ri a demandé, que voulez-vous dire ? A dit Evan. Revue de licence médicale, enquête du conseil d'hôpital, poursuite civile, le tribunal pénal n'est pas le seul moyen de détruire la vie de quelqu'un. Avant que Ri ne puisse répondre, Ada Walsh est entrée dans la pièce. Walsh a déclaré, nous avons besoin d'une réponse sur l'accord de plaidoyer d'Elise. Son avocat attend. Ri a demandé, que arrive-t-il à Harper si Elise prend l'accord ? Walsh a dit, idem que si elle ne le fait pas. Harper reste avec les Kowalski.
Son adoption reste valable. Elle est protégée par des records scellés. Demanda Ri. Et Sarah Torres. Walsh a déclaré, si Elise témoigne que Colin a été impliqué dans la pression de Sarah pour abandonner le bébé, nous pourrions être en mesure de rouvrir l'enquête sur son décès. Ri ferma les yeux, pesant justice contre la vengeance, conséquences juridiques contre la satisfaction personnelle. Ri a dit, je vais conclure l'accord à une condition. Demanda Walsh. Quelle condition? Dit Ri. Elise doit dire à Harper la vérité en personne. Elle doit expliquer ce qu'elle a fait et pourquoi elle l'a fait. Walsh fronça les sourcils. Walsh a déclaré, c'est inhabituel et potentiellement traumatisant pour l'enfant. Ri a dit que Harper mérite de savoir ce qui est arrivé à son autre. Elle mérite de comprendre que Sarah Torres ne l'a pas abandonnée. Elle a été assassinée pour l'empêcher de récupérer son bébé. Walsh a déclaré, nous ne pouvons pas prouver l'homicide. Ri a déclaré, alors Elise peut expliquer les circonstances suspectes. Elle peut dire à Harper comment Sarah est décédée la nuit avant qu'elle ne soit censée se rendre à la police. Walsh a déclaré que les Kowalski n'accepteraient jamais cela. Ri a déclaré, alors demandez-leur. 2 heures plus tard, Ri a assis dans le juge Harrison Chambers avec les 2 équipes légales, le Kowalski, et un psychologue enfant qui superviserait n'importe quelle interaction entre Elise et Harper, et un enfant psychologue qui superviserait n'importe quelle interaction entre Elise et Harper. Très irrégulier. Le bien-être de l'enfant est ma principale préoccupation. Tom Kowalski a déclaré, votre honneur, Harper pose des questions sur ses parents biologiques depuis des mois. Elle sait que quelque chose est arrivé à son autre, et elle est assez âgée pour comprendre la vérité. Demanda le juge Harrison, et vous êtes à l'aise avec cet arrangement? Mary Kowalski a dit, nous en avons parlé à Harper. Elle veut savoir ce qui s'est passé. Elle veut comprendre pourquoi sa mère biologique ne pouvait pas la garder. Demanda le juge Harrison, Dr. Reeves. Le juge a regardé le psychologue de l'enfant. Dr. Reeves a déclaré, avec une préparation et un soutien approprié, l'âge de Harper peut mieux traiter les vérités difficiles que les adultes ne le supposent souvent. La clé est de s'assurer qu'elle se sent en sécurité et aimée tout au long du processus. Le juge Harrison a étudié l'accord de plaidoyer. Le juge Harrison a déclaré, Mademoiselle Callan, comprenez-vous que vous acceptez de purger 3 à 5 ans de prison d'État en échange de votre témoignage contre le docteur Tabé? Elise, l'air pâle et vaincue, hocha la tête. Elise a dit, oui, votre honneur. Le juge Harrison a dit, et vous comprenez qu'une partie de cet accord vous oblige à rencontrer l'enfant en question et à expliquer votre rôle dans son adoption? Elise a dit, je comprends. Le juge Harrison a demandé, pourquoi es-tu prêt à faire cela? Elise a regardé Ri, puis de retour au juge. Elise a dit, parce que je le fais la vérité. Je dois à sa naissance autre vérité, et je dois à mon mari, mon ex-mari, la vérité. Le juge Harrison a dit, très bien. Le tribunal accepte l'accord de plaidoyer. La réunion a eu lieu une semaine plus tard dans le salon de Kowalski. Harper s'est assis entre Tom et Mary sur le canapé, le docteur Reeves dans une présidente voisine. Tout le monde essayant de faire en sorte que la situation soit normale que possible. La miséricorde a été organisée par la cour. Tu es la dame qui nous rendait visite, non? Elise a dit, c'est vrai. J'ai besoin de vous dire des choses sur votre adoption qui pourraient être difficiles à entendre. Et, ça va? Harper acquiesça, sa main trouvant Marie-S. Elise a dit, votre mère biologique s'appelait Sarah Torres. Elle avait 19 ans à votre naissance, et elle vous aimait beaucoup. Harper a demandé, qu'est-ce qui lui est arrivé? A déclaré Elise, elle prévoyait de vous garder et de vous élever elle-même, mais certaines personnes, y compris moi, l'ont convaincue qu'en abandonnant pour adoption serait mieux pour vous. Vous avez eu une vie merveilleuse avec vos parents. Demanda Harper, alors, pourquoi êtes-vous triste à ce sujet? A déclaré Elise, parce que Sarah a changé d'avis. Après votre naissance, elle a décidé qu'elle voulait vous garder après tout. Mais il était trop tard. L'adoption avait déjà été organisée. Harper fronça les sourcils. Harper a dit, alors, elle ne voulait pas me donner. Dit fermement Elise. Non, chérie. Elle voulait te garder. Elle est décédée dans un accident de voiture alors qu'elle essayait de vous récupérer. La salle s'est très silencieuse. Harper a traité ces informations avec l'expression sérieuse d'un enfant essayant de comprendre la complexité des adultes. Harper a demandé, est-ce à cause de moi? Est-elle morte à cause de moi?
dit fermement Élise. Non, elle est morte parce que des gens comme moi ont fait de mauvais choix. Vous n'avez rien fait de mal. Tu étais juste un bébé. Demanda Harper. Et mon père biologique? Élise a regardé Ri, qui regardait depuis la porte. Élise a dit, votre père biologique ne savait pas que vous existiez jusqu'à récemment. Il pensait que vous étiez mort avant votre naissance. Demanda Harper. Il est vivant. Élise a dit, il est vivant et il vous cherche depuis qu'il a découvert la vérité. Les yeux de Harper s'écarquillèrent. Harper a demandé, est-il ici? Puis-je le rencontrer? Élise a dit, il est ici depuis le début, Harper. Monsieur Callen, l'homme que vous avez rencontré la semaine dernière. Il est votre père de naissance. Le silence s'étendait comme un souffle retenu. Harper a regardé d'Élise à la porte où Ri se tenait, son expression parcourant la confusion, la réalisation et quelque chose qui aurait pu être de la joie. Harper a demandé, tu es mon père de naissance? Race est entré dans la pièce. Ri a dit, oui. Harper a demandé, pourquoi ne m'as-tu pas dit? Re a dit, parce que je ne voulais pas vous confondre. Tom et Mary sont vos vrais parents. Ce sont eux qui vous ont élevé et vous aimaient et m'ont pris soin de vous. Je suis juste la personne qui vous a aidé. Harper se leva, se dirigea vers lui et étudia son visage avec l'intensité d'un scientifique examinant un spécimen. Harper a dit, j'ai les yeux. Ri a dit, vous avez les yeux de votre grand-mère. Je les ai juste empruntés. Harper a demandé, êtes-vous déçu de moi? La question l'a frappé comme un coup physique. Ri a dit, déçu? Harper, tu es la personne la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Je ne suis pas déçu. Je suis fier. Tellement incroyablement fier. Harper a demandé, même si je ne vis pas avec toi? Ri a dit, surtout parce que vous ne vivez pas avec moi. Parce que cela signifie que vous êtes exactement là où vous êtes censé être. Harper le serra alors dans ses bras. Pas le câlin d'adieu décontracté d'avant, mais un vrai câlin. Le genre qui a dit qu'elle a compris qui il était et n'en avait pas peur. Harper a demandé, puis-je toujours vous appeler Monsieur Ken? Ri a dit, vous pouvez m'appeler tout ce qui vous convient. Harper a demandé. Puis-je appeler Tom et Mary maman et papa? Ri a dit, ils ont gagné ces noms. Je ne l'ai pas fait, a déclaré Harper. Mais tu es toujours mon père de naissance, a dit Ri. Toujours. Harper recula, regardant entre Ri et Élise. Harper a demandé, alors, tu étais mariés les uns aux autres? Élise a dit, nous étions avant de faire tous ces choix terribles. Harper a demandé, tu vas en prison? Élise a dit, oui. Harper a demandé, pendant combien de temps? Élise a déclaré, quelques années. Harper hocha la tête solennellement. Harper a dit, bien. Ce que vous avez fait était vraiment mauvais. Élise a dit, je sais. Harper a dit, mais merci de m'avoir dit la vérité.